Ravi de vous retrouver dans Smart Job, une émission spéciale ici au Parc des Princes. Avec derrière moi, évidemment, vous le découvrez, c'est la Coupe des Champions. Les champions, c'était les entrepreneurs pour ce grand rassemblement des entrepreneurs. Un moment de partage pour parler de tous les sujets dans Smart Job, des sujets qui vous impactent, vous, entrepreneurs, évidemment. La santé mentale des dirigeants, évidemment, mais aussi tous les enjeux sur l'emploi, le recrutement. Smart Job exceptionnel, ici au Parc des Princes. Tout de suite, notre première rubrique. Bien dans son job justement pour parler recrutement ici au Parc des Princes à l'occasion de cette grande assemblée des entrepreneurs qui est un événement évidemment que vous pouvez suivre sur nos antennes. Recruter inclusif, recruter autrement. On va en parler avec vous Samir Guerza. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Directeur de la mission QPV Ruralité, quartier prioritaire de la ville Ruralité chez France Travail. D'abord, donnez-nous un peu l'esprit de cette philosophie du recruter autrement. C'est quoi? C'est de faire le pas de côté? C'est de sortir du recrutement traditionnel? C'est déjà d'être fidèle à la raison d'être de France, d'accompagner toutes les entreprises à recruter, et notamment les TPE, parce que c'est quand même le cœur et la bataille de l'emploi se gagnera ici, puisque de recrutement sur 3 se fait dans les TPE, PME. Donc le métier de France Travail, grâce à ses 6000 conseillers France Travail Pro sur l'ensemble du territoire, c'est d'accompagner les entreprises à recruter. Et de ce point de vue, le recruter autrement est un formidable levier sur lequel je peux revenir. Justement, c'est intéressant Stade vers l'emploi parce que ça nous amène juste à ouvrir la fenêtre de votre parcours aussi. Vous venez du sport de haut niveau, le football presque professionnel, voire professionnel. Évidemment, vous croyez à l'idée que le sport est un vecteur de recrutement. C'est une évidence, non? On en parle en pleine Coupe du Monde. Le sport est rassembleur, bien entendu, et le sport est un formidable outil pour rapprocher des chercheurs d'emploi, des talents et des entreprises qui cherchent à recruter. Du Stade vers l'emploi, vous en parlez. C'est 500 opérations partout en France, on est en phase de déploiement. Et sur ces opérations, c'est 60% des personnes qui participent du Stade vers l'emploi qui, dans les 6 mois qui suivent, ont un emploi durable. Juste quand même sur l'enjeu sportif, on parle des zones rurales. Toute catégorie d'âge, c'est une population de demandeurs d'emploi qui se sent un peu oubliée, un peu isolée, et le sport me semble être un vecteur extraordinaire. On a, avec les entreprises s'engagent, développé une opération qui s'appelle Patron dans mon village, qui est un modèle pour recruter autrement et qui permet à des demandeurs d'emploi de rencontrer des chefs d'entreprise de ce territoire. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ils découvrent des métiers qui existent autour d'eux. Des chefs d'entreprise sont imprégnés et implantés sur leur territoire et sont fiers de donner des solutions à des chercheurs d'emploi et des talents qui sont issus des territoires ruraux. Donc ça fonctionne. Ce qui est intéressant, c'est le rôle de France Travail dans ces territoires. Vous créez le lien en fait, vous favorisez la rencontre. Et oui, on a la chance d'avoir une très très belle implantation. On est un service public qui est très présent, 896 agences, et on en a plus de 200 qui sont dans les zones rurales, par exemple. Et en effet, on est cette plateforme qui crée le lien entre des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. On est ici dans la grande assemblée des entrepreneurs et des chercheurs d'emploi, des talents qui cherchent à recruter. Donc le recruter autrement, c'est ça. C'est une plateforme qui fait rencontrer différemment des employeurs et des chercheurs d'emploi. Quelques mots, on parlera de ces jeunes, et pas seulement de ces jeunes. Il y a aussi des demandeurs d'emploi dans les quartiers prioritaires de la ville qui se disent je peux pas, j'y arrive pas, on me recevra pas, une forme comme ça d'autocensure. Ça aussi, c'est un combat que vous menez pour faire se rencontrer, pour dire à des jeunes, pour dire à des moins jeunes, vas-y, fais-le, pousse la porte. Exactement raison. Tout à fait ça, c'est la question de l'autocensure. Et l'autocensure, ça passe souvent par le fait de considérer que tel ou tel métier n'est pas fait pour soi. De ce point de vue-là, nous, on implante des opérations dans les quartiers populaires, précisément pour permettre aux entreprises de rencontrer ces chercheurs d'emploi et aux talents de venir rencontrer des entreprises qui proposent des talents. Je vous donne un exemple. Je me souviens d'un jeune qui s'appelle Chimsedine à Marseille et qui rencontre différemment dans une des zones opérations en place de l'emploi une banque. Eh bien, quelques mois plus tard, après une période de formation que l'on a nous-mêmes financée, il se retrouve aujourd'hui dans la banque et il est manager, alors qu'il n'avait aucun diplôme. Si, il était capitaine de rugby, donc il était manager. Vous voyez qu'on en revient au sport toujours. Ouais, désolé, c'est un peu au sport. Mon ADN. C'est votre ADN. Un mot tout de même sur l'inclusion, qui est un autre sujet important porté par France Travail, les personnes en situation de handicap, visibles ou invisibles, qui peinent, on le sait, le taux d'emploi est plus faible chez ces personnes. Comment on fait là? Comment vous faites?
Écoutez, on a un dispositif avec HandiMatch qui permet particulièrement aux entreprises d'être inclusives et donc de faire confiance évidemment à des personnes en situation de handicap. On a un travail formidable avec nos partenaires du réseau pour l'emploi Cap Emploi où on accompagne tous nos demandeurs d'emploi en situation de handicap sur l'ensemble du territoire. Cette alliance permet d'approfondir et d'avoir des résultats très intéressants sur le retour à l'emploi. Merci Samir Guerza, vous êtes directeur mission QPV Ruralité France Travail, engagé, on vient de l'entendre plus que jamais, pour créer ce lien, cette rencontre, ce match, pour faire une métaphore avec le sport. Absolument, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. On fait des opérations de matching entre des talents et des entreprises. Donc on est là encore dans le sport et on est à la disposition de toutes les entreprises, TPE, PME, pour recruter différemment grâce à France Travail. Elles sont là, les entreprises. Merci de nous avoir rendu visite ici, non pas au Stade de France, mais au Parc des Princes, qui est un stade mythique, vous qui aimez le foot, au sein de l'Assemblée des entrepreneurs. Voilà la suite de nos programmes, la suite de Bien dans son job, évidemment, et de Smart Job. C'est tout de suite. Smart Job, la suite avec un Bien dans son job consacré à l'épuisement professionnel du dirigeant. Alors il y a beaucoup d'études qui corroborent que ce dirigeant à la fois a des problèmes de santé physique, santé psychologique. Un dirigeant épuisé. Comment faire pour l'accompagner, pour l'aider? On en parle avec Marie Daumaison. Bonjour Marie. Bonjour, merci de m'accueillir dans ce parc. Dans ce parc des Princes, des sports et des Princes. Évidemment, qui est un lieu incroyable pour cette grande assemblée des entrepreneurs et entrepreneuses, évidemment. Directrice marketing, partenariat et prévention chez Aesio Mutuelle. D'abord, commençons par un sujet sur l'épuisement professionnel. De manière un peu générale, on a souvent tendance à penser que c'est un problème personnel, qu'on est mal organisé, que c'est un peu de la faute de l'individu. J'ai tendance à croire que vous dites pas tout à fait. Effectivement, on dit pas tout à fait, et l'épuisement professionnel n'est pas uniquement un sujet individuel, c'est avant tout un sujet d'organisation. On peut même considérer que l'énergie du dirigeant, c'est l'actif invisible de l'entreprise. Et ce point, il est très important. Et du coup, ce dirigeant a vraiment un point d'honneur à être en bonne santé, puisque aujourd'hui, quand on regarde l'étude IFOP, montre que 82% des dirigeants ont au moins un trouble physique et psychologique en 2025, quand on était à 59% en 2021. Il y a quoi s'interroger quand on sait que justement, c'est un actif invisible. On va parler de la prévention de l'épuisement parce qu'il y a un vrai travail sur le chef d'entreprise. Un mot parce que vous les connaissez bien. Vous avez beaucoup de clients chez Aesio, mais vous avez aussi ces dirigeants. Ils ont un problème avec la vulnérabilité. On ne pose pas le masque. Il y a le côté je suis invincible, je suis un guerrier et je ne fends jamais l'armure. C'est un vrai sujet, ça, en particulier chez le dirigeant. Exactement. Moi, j'aime bien dire que le dirigeant, c'est le dirigeant super-héros. Surtout, j'endosse tout. J'ai pas le droit, je dois avoir une réponse à tout. Et donc derrière, on arrive à une spirale. Une spirale où il ne se rend pas vraiment compte que finalement, il emmène une organisation qui va s'épuiser, et en commençant par lui. Parce que derrière, on n'attend absolument plus aujourd'hui du dirigeant qui sache tout, qui maîtrise tout. Alors on peut le voir sous 3 prismes qui est très important. Effectivement, ce dirigeant qui va se dire, en fait, il est un peu seul. Souvent, lorsque je suis à la tête d'une TPE-PME, je suis seule face à mes décisions, alors du coup, ça me rajoute de la charge. Ce dirigeant qui prend soin, en fait, et on va appeler, il va prendre soin de ses collaborateurs, il va prendre soin de ses partenaires, il va prendre soin de ses clients. Le care, on appelle ça le care. Le care, exactement, ce care. Et puis finalement, qui prend soin de lui. Exact. Et puis ce client, ce dirigeant finalement, qui va amener cette surcharge cognitive, il doit être le super DRH, tout connaître dessus, super financier, arriver à se projeter dans un avenir qui est un avenir incertain. Donc ça fait beaucoup pour lui et il doit absolument s'arriver à s'entourer. Ça, c'est une question que je pose à celle qui est une des cadres de chez Aesio. Est-ce que c'était aux dirigeants de prendre en charge tous ces enjeux de prévention? Parce qu'on lui demande déjà énormément à ce dirigeant. Alors je mets de côté ses troubles, ses burn-out, ses dépressions, ses problèmes de sommeil, mais dans sa fonction, est-ce qu'il doit aussi embrasser cette prévention? Alors, en tout cas, moi je suis convaincue que la prévention doit faire partie de la stratégie de l'entreprise.
Donc il doit s'entourer, c'est ce que je dis tout à l'heure. Il ne doit pas tout porter à bout de bras. Il a de la chance, il a des collaborateurs, d'ailleurs, qui ont besoin de cette autonomie, qui ont besoin de cette écoute. Et donc derrière, ça permettra d'avoir des collaborateurs de plus en plus engagés. Et donc il pourra gagner en performance, parce qu'on aime bien aussi dire que l'épuisement professionnel, voilà, ça a un impact énorme sur la performance de l'entreprise. Donc il faut absolument le mettre dans la stratégie de l'entreprise. Chez Aesio, quand même, vous accompagnez ces entreprises avec des messages assez forts que vous portez en ce moment sur ce plateau. Quels sont les éléments forts, les éléments clés que vous transmettez? Prends le temps de fermer ton ordinateur, trouve des espaces de ressourcement, vous leur dites? En fait, je dirais, fais des risques des opportunités. C'est bien de parler de RPS, mais derrière, c'est pour en faire quoi? Si j'agis sur le RPS, c'est pour améliorer le bien-être et l'engagement de mes collaborateurs. Si derrière, je vais travailler sur l'épuisement professionnel, c'est important, c'est pour soutenir durablement cette performance aussi individuelle et collective. On a souvent des sujets aussi autour de la tension, de recrutement. Et là, moi, je pense qu'on a un beau levier pour rendre notre marque employeur plus attractive. Vous évoquiez tout à l'heure les RPS avant de nous quitter. J'ai envie de dire, quand on parle de RPS, c'est déjà qu'il est presque trop tard. On constate les dégâts, l'absentéisme ou des maladies parfois longues. Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux investir sur la prévention? Alors là, pleinement d'accord, je ne pourrais pas dire le contraire. En fait, la prévention, c'est absolument pas un coût. C'est un investissement pour derrière une performance durable et gagner sur la durabilité au niveau de l'entreprise. Donc, je vous pose la question parce qu'elle est double. Le chef d'entreprise, parfois, a très peu de temps à consacrer à ces sujets, et pourtant, il devrait le faire. Et l'entreprise en elle-même, en tant qu'entité juridique, considère il n'y a pas de ROI. C'est compliqué, ça. En France, on veut absolument mesurer du ROI. Alors, les mentalités changent un petit peu. C'est-à-dire que les entreprises, jusqu'à maintenant, avaient deux indicateurs. L'indicateur opérationnel, ou sinon, on avait un indicateur financier. De plus en plus, on va avoir des baromètres de bien-être au travail, des baromètres d'engagement. Et ces baromètres deviennent véritablement un troisième levier d'indicateur pour les entreprises. Et c'est bon signe. Donc au-delà des baromètres, il faut quand même dire aujourd'hui sur ce plateau, au milieu de milliers d'entrepreneurs, prenez en main la prévention et vous-même, parce que j'ai le sentiment qu'ils pensent beaucoup aux autres et trop peu à eux-mêmes. Alors complètement, j'aurais tendance à dire ne soyez pas sur tous les fronts, appuyez-vous aussi sur vos collaborateurs et ils attendent ça d'ailleurs et vous en serez tout aussi performants. Merci de nous avoir rendu visite. Je rappelle que vous êtes la directrice marketing chez Aesio Prévention. Et c'est un sujet évidemment que vous portez. Merci, chère Madame Daumaison. Merci de nous avoir rendu visite. Et puis évidemment, nos programmes se poursuivent sur Smart Job, ici au Parc des Princes, à l'occasion de cette assemblée, cette grande assemblée des entrepreneurs. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Fenêtre sur l'emploi, la suite de nos programmes dans l'émission Smart Job, émission spéciale évidemment ici au Parc des Princes à l'occasion de la grande assemblée des entrepreneurs. Avec moi justement pour parler de la situation de certains entrepreneurs. Alors certains sont florissants de ces situations, d'autres traversent des moments difficiles et ce sont des chocs pour la plupart. J'accueille Jean-Michel Gautron. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la CPME, il faut le préciser, donc c'est un peu votre événement, c'est votre l'association et de l'association GSC. GSC, en quelques mots, c'est quoi? C'est une association qui vient en aide aux entrepreneurs en difficulté? Alors c'est d'abord une bonne idée qui a fédéré les associations patronales, l'organisation patronale il y a 46 ans, donc la CPME, le MEDEF et l'UDP, pour proposer à des chefs d'entreprise un filet de sécurité. Car contrairement à ce qu'on croit, un chef d'entreprise n'a aucune protection lorsqu'il est en situation de défaillance, ce qui hélas arrive et ce qui arrive de plus en plus fréquemment en 2025. On se souvient du président Macron, premier mandat, qui avait dit je ne veux pas que les chefs d'entreprise se retrouvent en situation délicate, on créera un chômage, il l'avait d'ailleurs expliqué. Ça a fonctionné ou pas? Non, mais on ne va pas faire de politique ici puisqu'on est dans l'Assemblée des entrepreneurs, donc les entrepreneurs prennent leurs risques et c'est la raison pour laquelle l'association GSC s'est créée il y a 46 ans pour leur proposer, sur l'angle bien sûr du volontariat,
un filet de sécurité, donc pour des sommes modiques, on pourra revenir dessus, pour 88 € par mois, donc 3 € par jour, on peut s'assurer un filet de sécurité de 2000 € par mois pendant un an. Vous voyez, donc c'est significatif quand même comme aide si d'aventure, et bien sûr c'est pas souhaitable, un chef d'entreprise a été amené à défaillir. Donc ça veut dire que l'entrepreneur de TPE, de PME, de TI, de toute taille, pousse la porte de GSC, paye sa cotisation. Tout à fait, il a même un simulateur en ligne sur l'association GSC pour faire des simulations, pour voir dans quelle mesure il veut se garantir un peu, beaucoup, et on assure cette promotion de cette association GSC, encore une fois, qui est fait pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs. Votre mission aujourd'hui, c'est de faire du prosélytisme, c'est de dire face caméra, dans des plateaux et sur un plateau ici, inscrivez-vous, abonnez-vous, payez cette cotisation, c'est très utile. Souscrivez à la GSC, mais il faut reconnaître en même temps que c'est contre-intuitif. Quand on crée son entreprise ou qu'on reprend une entreprise, par nature, c'est bien normal, ça va marcher. Vous êtes dirigeant d'entreprise, je le précise. Oui, bien sûr. Donc vous savez de quoi vous parlez. Bah oui, donc c'est contre-intuitif. On n'a pas propension naturelle à prendre une assurance quand on crée ou reprend sa boîte parce qu'on est convaincu, heureusement, que ça va marcher. La situation financière est souvent dramatique, vous nous le dites, et GSC est là justement pour faire garde-fou. Et puis un mot quand même sur le choc psychologique que représente une défaillance d'entreprise pour un homme et une famille. Bien sûr, parce que la défaillance d'entreprise, c'est un choc économique, parce que pour le territoire, pour la société, il n'y a plus de création de richesse, c'est un choc social pour les collaborateurs concernés, mais c'est un drame humain. Car encore une fois, le chef d'entreprise n'est éligible à aucune aide lorsqu'il défaille et très souvent, il a remis au pot pour aller le plus loin possible dans la préservation de son outil de travail. Donc vous nous dites en creux qu'il a pu se mettre en danger aussi. Parfois, il engage sa maison, ses biens. Bien sûr, il s'est souvent mis en danger parce que pour renoncer, il a épuisé toutes ses ressources. Et très souvent, quand il est en situation de défaillance, c'est très, très compliqué. Et aujourd'hui, il y a une recrudescence des défaillances d'entreprises en 2025. Et on peut craindre qu'en 2026, ça soit encore pire. J'allais y venir. On a eu des chiffres très alarmants. Plus de 70 000, c'est ça Oui, plus de 60 000. On prévoit, hélas, on craint 70 000 en 2026. Essentiellement, bien sûr, on pourra revenir sur les causes qui sont multifactorielles. Il y a l'inflation, il y a le relais du PGE, il y a l'environnement normatif qui, en France, contraint les petites boîtes à avoir plein d'investissements pour bénéficier de l'ouverture de leur structure. Je pense au café, hôtel, restaurant, je pense au BTP. Mais c'est surtout l'imprévisibilité qui conduit une recrudescence de ces défaillances. Combien d'entrepreneurs, entrepreneuses ont poussé la porte de GSC? Vous accompagnez combien de... Des dizaines de milliers d'entrepreneurs, heureusement, qui, grâce à nous, bénéficient de ce filet de sécurité, ce qui n'est pas assez compte tenu des millions d'entrepreneurs. Et c'est notre vocation, association GSC, de donner, de communiquer sur l'existence de notre dispositif, qui est un dispositif qui est excessivement simple, mais qui n'est pas soumis à autant de communication qu'on ne le souhaiterait. D'où je remercie la tribune qui nous est offerte. Jean-Michel, c'est aussi un engagement de chef d'entreprise, vous l'êtes, vous avez vos activités. Bien sûr. Et c'est du temps que vous donnez bénévolement à la structure. Bien sûr, c'est une structure, encore une fois, associative, bénévole, et quand on voit nos collègues qui, pour certains, défaillent, parce qu'encore une fois, l'imprévisibilité, c'est très, très compliqué. On a à la fois des risques, on ne va pas revenir sur les risques géopolitiques qu'on a connus à travers la crise pétrolière ou la guerre en Ukraine, mais aussi... Et même la canicule, pardonnez-moi, mais la canicule, elle a un impact. Alors, si on fait le parallèle, effectivement, quand on a un coup de chaud dans l'entreprise, soit on est abrité, soit on a un ventilateur, soit on anticipe un petit peu, ou alors on prend de plein fouet ce choc de chaleur, et à ce moment-là, on défaille. Et on a vu tout à l'heure quelques individus qui ont eu bénéficié du service de sécurité. C'est très simple, on va sur Internet, on écrit GSC. Association GSC, et vous avez un simulateur en ligne qui vous permet de faire tous les calculs potentiels, encore une fois, sous l'angle du volontariat. Et puis, bien sûr, il y a toutes nos équipes qui sont disponibles, qui couvrent l'ensemble du territoire, qui peuvent être des relais d'information par rapport à tous les entrepreneurs de France et d'outre-mer. Vous êtes inquiet sur le nombre de défaillances? Est-ce que vous êtes inquiet sur le nombre de personnes qui risquent de submerger votre association? Il y a ce risque-là. Vous pourrez continuer à les accompagner? Oui, parce que c'est un indice assurantiel. Donc, on est tout à fait en capacité de les accueillir. Pas de souci par rapport à ça. Mais surtout qu'ils prennent le temps de s'intéresser et de faire une simulation en ligne. C'est très, très rapide.
Merci Jean-Michel Gautron. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la GSC, association GSC, je le rappelle. Inscrivez-vous si vous êtes entrepreneur. C'est aussi une garantie, une assurance chômage privée en quelque sorte, accompagnée par des experts qui sont vos collègues, des chefs d'entreprise. Ouais. Merci à vous. Et pendant cette émission, 8 minutes, il y a un chef d'entreprise qui est tombé. Un chef d'entreprise qui tombe toutes les 8 minutes. 170 par mois, plus de 60 000 par an. C'est des chiffres qui sont effectivement très inquiétants parce que derrière, il y a des familles aussi. Merci Jean-Michel Bonne Gautron. journée. On continue nos programmes évidemment pour cette émission spéciale Smart Job sur Bismart et on découvre nos prochains invités. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, l'occasion ici, évidemment au Parc des Princes, à l'occasion de cette grande assemblée des entrepreneurs, pour parler de la paix, PAIE, et on est avec Pierre Keinec. Bonjour Pierre. Bonjour Arnaud. CPO de Silae. Alors la paix, c'est le cœur de votre activité, et la paix, c'est central pour tous les collaborateurs. Un bulletin de paix qui arrive à l'heure, qui est bien fait, lisible. D'abord, un petit mot quand même sur votre parcours, quand même, parce que la paix, c'est votre passion. Oui, donc effectivement, moi j'étais entrepreneur, j'étais patron de société, j'ai fait trois sociétés de software, de logiciels, dont la dernière que j'ai revendue à Silae. Et c'est pour ça que je suis arrivé dans ce milieu. Alors parlez-nous quand même en quelques mots de l'accélération réglementaire vue d'un éditeur, parce que ça c'est le casse-tête des éditeurs, ça change tout le temps. Oui, effectivement, donc la paye, c'est un secteur qui est effectivement en permanence en changement, en modification. Il y a, nous, on évalue en gros à 6000 modifications non triviales par an à passer. On fait, Silae, donc une version tous les mardis. Donc c'est vraiment un rythme et un calendrier, puisque vous avez de la loi, vous avez le légal, vous avez le conventionnel, donc c'est-à-dire les secteurs français. Donc une boulangerie, un marin-pêcheur, et c'est des cas de paix très différents. Et donc vous avez en fait vraiment tout ce changement, tout ça. Il y a énormément de choses et il y a énormément de choses qui continuent à arriver. Vous allez avoir la transparence salariale, il va y avoir le fait générateur. Donc il y a toujours chaque année finalement 1 à 2 changements majeurs, plus comme je disais 6000 choses qui arrivent et qui modifient. Donc c'est un secteur assez chaud. C'est pour ça Pierre que quand vous entendez le mot simplification, j'imagine qu'il doit sonner à votre oreille, parce que ça mériterait tout de même une simplification. Enfin j'imagine que vous partagez cette idée. Peut-être pas complètement. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que d'une certaine manière, ce qui est important, c'est que pour l'employeur et pour le salarié, ça soit simple. Nous, c'est notre job chez Silae, c'est d'arriver à encaisser ces modifications qui, pour la grande majorité, malgré ce qu'on peut penser, ont de bonnes raisons d'être passées dans la loi. C'est sûr. Parce que, je vais prendre des exemples très simples, il y a eu énormément de modifications pendant le Covid parce qu'il y a l'activité partielle, il y a eu énormément de modifications pour le cyclone Chido à un moment. Il y a beaucoup de choses qui partent quand même d'un vrai problème et avec une recherche de solution. Ce qui est par contre important, c'est de garantir que pour l'employeur, devant toutes ces modifications, ces choses et autres, et pour le salarié, que ce soit le plus simple possible. Et ça, c'est clé pour la compétitivité des entreprises. Ce qui m'amène à la transition et qui est importante, c'est que la paye, c'est un outil de rétention. Je veux dire, des coefficients, des taux qui sont mal gérés, des coefficients en retraite, enfin tous les sujets que vous adressez qui ne sont pas traités, ça a des conséquences directes aussi sur la vie du salarié. Ça a des conséquences évidemment pendant l'emploi, vous avez raison. Ça a des conséquences à la retraite parce que je pense qu'effectivement, le nombre de Français où on doit aller rechercher les trimestres, discuter, etc. sur des événements qui ont lieu il y a 20 ans. Donc, on voit qu'effectivement, c'est extrêmement central pour les Français d'être payés juste à l'heure, etc. Il y a cet enjeu de digitalisation qui finalement, une fois que vous avez goûté au fait d'avoir une app mobile, vous avez vos compteurs de congés, ça, vous pouvez c'est rentré poser... dans les mœurs, ça, Pierre, quand même. Ouais, mais pas en TPE-PME. Historiquement, encore, c'est quelque chose qui est un grand truc de grand groupe, de TI. Et effectivement, avec Silae, donc nous, on a introduit il y a 2 ans et demi une suite, on va dire RH, à destination des TPE-PME, souvent des entreprises qui n'ont pas de DRH, donc qui n'ont pas de service RH. Donc elles externalisent leur paye. Et le patron, il n'a pas envie d'y passer 1000 ans. Il a envie de quelque chose qui lui garantit que quand il y a l'URSSAF, quand il y a l'inspection du travail, il sort les docs. Et ben c'est bon. Ouais, et ça veut dire les visites médicales qui sont faites, ça veut dire les entretiens professionnels. Toutes ces choses-là qui peuvent aussi, pour beaucoup de patrons, pas être très connues, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est pas la joie de chacun de se maintenir à jour sur du droit social. Et donc nous, notre but, c'est d'encaisser cette complexité et de dire, quand vous avez MySilae, en fait, vous êtes conforme.
Un dernier mot sur l'IA et l'automatisation, parce qu'on voit que l'IA est entrée partout dans tous les secteurs, et j'imagine un peu plus encore dans la paye. C'est un outil essentiel pour vous aujourd'hui? Ouais, c'est un outil essentiel. Donc, pas sur le calcul de paye. Le calcul de paye doit rester déterministe. Donc, on ne peut pas halluciner, on ne peut pas faire d'erreur. Néanmoins, il y a énormément de choses, je dirais, qui s'inscrivent dans le fait qu'on réduit la charge cognitive de tout le monde, le salarié, l'employeur, la gestionnaire de paye, et que tout ce qui doit être simple devienne simple, redevienne simple. Vous voyez, je dirais que c'est la ça. simplification. Exactement, mais pour moi c'est vraiment ça, c'est à nous aussi en tant qu'éditeur, c'est à nous d'arriver à offrir des services qui vont permettre de faire qu'au final, cette complexité elle est abstraite. Un salarié pose ses congés, il n'a pas besoin de savoir qu'il est à Mayotte, il y a telle règle, il y a machin, il fait tel type de métier, et donc on va appliquer les règles, on va faire correctement les compteurs. Vous lui allégez toute cette partie-là, et ça c'est la puissance de Silae. Et spécifiquement pour les gestionnaires de paye qui ont un métier qui est très difficile, et qui mérite d'être simplifié. Merci Pierre Canek d'être venu nous rendre visite ici dans cet événement, évidemment la grande assemblée des entrepreneurs, pour nous parler de ce sujet clé de la paye. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bon vent. À très bientôt. Ou bon rafraîchissement, peut-être on peut le dire comme ça. Merci à vous, merci à toutes les équipes, merci à Nicolas Juchat évidemment qui m'accompagne, et merci à tous ceux qui ont préparé cette émission. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.